Alors, bonjour à tous, merci pour les participants qui nous ont rejoints. Je vous propose de commencer dès maintenant notre webinaire dédié au parcours client. Parcours client, comment l'optimiser, améliorer la satisfaction et pourquoi pas viser l'effet waouh. Alors, au sommaire de ces 45 minutes, on a vraiment prévu des contenus qui va être riche et qui, j'espère, va répondre à toutes vos questions. On va commencer par une petite présentation. Ensuite, on va parler de l'expérience client et surtout de l'excellence opérationnelle, de la promesse, puisque ça sert à rien de faire un diagnostic ou une optimisation du parcours client si on commence pas par là. Ensuite, Laurence va nous montrer et nous présenter comment faire un diagnostic et mesurer la satisfaction aux différents moments clés. Et après, nous finirons par l'effet waouh et bien sûr, les questions-réponses. Alors, Laurence, j'ai parlé de toi souvent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi et Stratello? Je suis dirigeante fondatrice de Stratello. Stratello est une société de conseil spécialisée sur l'expérience client. On accompagne nos clients, enfin, on accompagne les entreprises, les directions expérience client, marketing, digital, relations clients, à transformer l'expérience client et à la mettre en œuvre. Pour ça, en fait, on a 5 grandes offres, je dirais. Toutes nos méthodologies sont adaptées évidemment aux entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, on va travailler sur de l'écoute client et de la formulation de persona. On a des qualitativistes qui sont vraiment formés à ces techniques d'écoute client. On va travailler sur la cartographie, le design de parcours. Ça va être en partie le sujet d'aujourd'hui. La digitalisation et l'accompagnement à la transformation sur ces parcours, donc comment on les digitalise et comment on articule les différents canaux entre eux. Et puis d'un point de vue un peu plus tactique, la mise en place de plans relationnels et de scénarios marketing automation au moment clé du parcours client. Qu'est-ce que je dis à mon client? Comment je l'active? Comment je le fidélise? Les stratégies de lead generation, lead nurturing et fidélisation. Voilà. Dans notre méthodologie, notre point de départ, notre ADN, c'est le parcours client. Donc, en fait, on travaille toutes nos méthodos à partir du vécu client et en se positionnant à la place du client. Vous allez voir, je l'illustrerai tout à l'heure. On travaille essentiellement en collaboratif. Donc, nous, on apporte les méthodologies, on peut apporter du benchmark, on apporte de la structuration, on apporte du conseil, mais on fait travailler les équipes en intelligence collective et c'est vraiment ensemble avec les équipes pluridisciplinaires qu'on met en place cette expérience client mémorable. Voilà. Alors, un petit point sur avec qui on travaille. On en a parlé tout à l'heure, on travaille pas mal dans le secteur de la banque, assurance, mutuelle, du service aux entreprises en B2B, industrie agroalimentaire. Et en B2C, ben, également banque, assurance, prévoyance, loisirs, tourisme, automobile, immobilier, distribution. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un sujet qui intéresse tous les secteurs. Et on travaille essentiellement avec des grands comptes et des ETI. Alors, merci pour cette belle présentation. Alors donc, comme vous l'avez compris, Stratello, est là pour accompagner, vous donner vraiment cette partie, consulting, conseil et nous, en fait, au Locan, on arrive, généralement, juste après pour mettre en place, les outils qui vont vous permettre d'optimiser le parcours client et donc, Eloquent propose donc des solutions de centre de contact, donc, gestion des interactions multicanales, chat, téléphone, mail et cetera. On va proposer également des outils de self-care, chatbot, callbot et cetera et l'autre métier d'Eloquent, c'est la partie enquête de satisfaction, à la fois client et collaborateur, qui vont permettre donc de faire des enquêtes de satisfaction omnicanales, email, téléphone, SMS, et cetera. Et on va pouvoir aussi monitorer le parcours client grâce aux outils d'analyse sémantique et on va aller jusqu'à la publication des avis pour améliorer les réputations des entreprises. Alors Eloquent, donc ça fait un petit moment qu'on existe, hein, ça fait près de 20 ans, on est plus de 120 personnes en France, donc éditeur de logiciels. Là encore, on s'adresse plutôt aux grandes PME, aux grosses entreprises internationales et donc on gère, près de 450 millions d'interactions à l'année, téléphone, chat et cetera et 150 millions d'enquêtes de satisfaction envoyées. Donc si vous êtes client, par exemple Orange, vous avez déjà été, sollicité pour des enquêtes de notre part, vous avez vu des avis. Si vous allez chez Geodis,
service, en fait, vous êtes livré, c'est nous. Et si vous faites votre carte d'identité et que vous avez quelqu'un au téléphone, et ben ça passe chez nous. Voilà, c'est quelques exemples. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est que après cette petite partie présentation, on va parler en fait de l'expérience client et le fait en fait que avant d'aller travailler sur le parcours client, il faut vérifier en fait l'expérience opérationnelle. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller améliorer le parcours client, essayer de chercher un effet waouh, si on ne répond pas aux fondamentales et aux basiques des attentes des clients. Et ça, on l'a vu à travers un exemple que vous pourrez voir lors d'une conférence qu'on a effectuée avec quelques acteurs de la mutuelle et le forum opinionassurance.com. En fait, ils ont fait une étude qui était vraiment intéressante et ils nous disaient, voilà, il y a des gros leaders qui ont des équipes, qui ont du personnel, qui ont des programmes d'expérience client, mais en fait, parfois, ils ont des meilleures notes que des acteurs historiques, des nouveaux acteurs, 100% digitaux, parce que tout simplement, ils ont une meilleure réponse aux attentes. C'est qu'ils sont moins chers, mais en fait, à la fois la promesse et la simplicité et le parcours font que c'est beaucoup plus pertinent. Un acteur digital comme ça, quand on va pouvoir ajouter une personne, souscrire un contrat, etc., finalement, ça va être une meilleure réponse aux attentes que des systèmes ou des process où il faut appeler au téléphone, etc. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que avant d'aller chercher une optimisation du parcours client, il faut vérifier que vos produits et services répondent bien aux attentes des clients. Et c'est une fois qu'on aura fait ça qu'on va pouvoir en fait aller travailler sur ce parcours client. Tout simplement, ça se fait de manière très simple. On va vérifier quelles sont les attentes des clients par rapport à la réalité de la perception. Et tout simplement, là, on va pouvoir définir quelle est votre dette ou votre créance d'expérience client. Si vous promettez beaucoup et que finalement vous sous-délivrez, les personnes vont être déçues. Et donc forcément, il va falloir travailler d'abord sur l'offre. Au contraire, si vous en donnez un petit peu plus, si au moins vous répondez aux besoins essentiels, là, tout va bien se passer. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment essentiel. Au départ, se dire, quel est mon niveau d'expérience client et est-ce que je réponds bien aux attentes. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir travailler sur l'optimisation du parcours client. Et là, justement, Laurence, je te laisse la main. Alors, effectivement, la première partie, comme le disait Frédéric, c'est de faire le diagnostic de votre expérience client. Quelle expérience vous délivrez à vos clients et quelles sont les attentes de vos clients par rapport à cette expérience. Donc, pour ça, en fait, on a un outil qui est très intéressant, dont vous avez certainement entendu parler, qui est la cartographie du parcours client. Alors justement, on a un petit sondage. Donc Frédéric, si tu peux nous Alors, je envoyer lance le cette page, j'ouvre sondage. les votes. Et la Voilà. question est, avez-vous déjà cartographié vos parcours clients? Donc oui, non, est-ce que c'est en cours, etc. Et je pense que tu nous donneras les résultats du sondage juste après. Exactement. Donc, on va laisser les gens répondre et pendant ce temps-là, on va vous exprimer comment nous, on cartographie ces parcours clients et quelles sont les différentes étapes et les différents outils pour cartographier ces parcours. Alors, en fait, on va à partir des grandes étapes génériques que sont, l'avant-vente, la vente, l'après-vente, l'usage, l'après-vente. On va décomposer de manière détaillée les étapes du parcours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étape? C'est un moment d'interaction, c'est un moment dans le parcours du client où il y a une interaction online ou offline entre le client et l'enseigne. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va définir cette étape, on va la formuler en se mettant à la place du client, en utilisant le jeu du client. Ça, c'est un petit artifice de vocabulaire qui permet, quand on travaille avec les équipes, de les mettre en position, dans la position du client, pour qu'ils s'extraient un petit peu de leur propre process et de leur propre vécu de collaborateur et que du coup, ils formulent vraiment les étapes et les contenus du point de vue du client. Donc là, on a un parcours où on a défini différentes étapes. Je visite un salon, je consulte des blogs, je visite des sites de prestataires. Pour la sélection, je vais consulter les avis, comparer les devis. Ensuite, j'achète, je suis livré, etc., etc. C'est important aussi dans ces parcours, lorsqu'on est sur des parcours complexes en B2B, d'identifier à quel moment on a le prescripteur qui va passer le relais à l'acheteur ou voire même à l'utilisateur. Parce que dans un parcours B2B, par exemple, la sélection va se faire par le demandeur et par contre, l'achat
la contractualisation va se faire par le secteur achat. Donc, c'est très important d'identifier quel est votre interlocuteur, quel est le client, quel est le persona aux différents moments clés de la relation. Donc ça, c'est première étape, on décompose les étapes du parcours et ensuite, on va identifier tous les points de contact. Donc les points de contact, bah, c'est sur une étape, quels sont les différents canaux qui sont à ma disposition, quels sont les différents points sur lesquels je vais pouvoir entrer en contact, moi, client, avec l'entreprise. Donc, on va identifier tous ces points de contact. En même temps, on va identifier ceux qui n'existent pas. Ça peut être aussi intéressant de se dire, ah bah tiens, sur la réclamation, j'ai pas la possibilité de faire ma réclamation en ligne. Voilà. Donc ça permet d'identifier si vous avez couvert l'ensemble des points de contact avec l'ensemble de vos canaux ou pas, et puis d'identifier aussi quels sont les parcours types que vont utiliser vos clients, et puis est-ce que le client peut passer d'un canal à l'autre à n'importe quel moment de son parcours. On va aussi quantifier ces points de contact. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de nous rendre compte dans ces points de contact quels sont les plus importants. Et notamment quand on va identifier dans l'étape suivante quels sont les points de contact qui posent problème, on va pouvoir prioriser en se disant bah, je vais plutôt me concentrer sur tel point de contact que sur tel autre parce que celui-ci, en fait, il est quasiment pas utilisé. Et s'il est quasiment pas utilisé, ben, pourquoi n'est-il quasiment pas utilisé? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème dans ce point de contact? Est-ce qu'il est non efficient? Est-ce qu'il n'est pas visible en termes de communication, etc., etc. Donc, cette quantification, elle est intéressante pour donner du relief à la cartographie de votre parcours et puis derrière, pour la priorisation de vos projets de transformation. Donc, on quantifie. Alors, juste un point, en fait, on va avoir pas mal nous, on a pas mal de clients qui nous disent: «Ah mais moi, je peux pas quantifier parce que, j'ai pas un outil CRM super performant et cetera». Déjà, prenez vos reportings parce que les reportings des différents services vont vous permettre, une quantification assez simple et nous, on est assez pragmatique, on préfère, peu de chiffres, mais déjà de commencer et puis après vous allez, optimiser et améliorer la gestion CRM pour pouvoir avoir plus de chiffres. Qualification des points de contact. Alors, est-ce que mon point de contact est un moment de vérité? C'est quoi un moment de vérité? C'est un moment particulièrement important dans la relation où celle-ci peut basculer en positif ou en négatif. Donc, par exemple, l'envoi du devis, ça peut être un moment de vérité. Si ce devis, il est clair, et qu'il est, pertinent, intéressant et cetera, bah, je vais aller en positif, je vais poursuivre mon parcours. Si au contraire, je le reçois trop tard ou il n'est pas clair, eh ben, je peux abandonner mon parcours. Voilà, c'est ça un moment de vérité. Et après, nos points de contact, on va se dire, est-ce que ce sont des enchantements? Est-ce que ce sont des points de contact classiques? Ou est-ce que ce sont des irritants? Alors, l'enchantement, c'est quand la satisfaction du client est là, mais qu'on va au-delà de sa satisfaction, hein, qu'on dépasse ce que le client attend. Et d'ailleurs, on en parlera en fin de webinaire. Et l'irritant, ben, c'est en fait un moment où moi, en tant que cliente, je ne suis pas satisfaite parce que vous ne répondez pas à mes attentes. On identifie aussi les points de rupture, donc c'est les moments où en fait on peut pas passer d'un canal à un autre, parce qu'il y a un problème de flux, parce qu'il y a un problème de process ou d'organisation. Donc voilà, c'est important déjà d'avoir, ce mapping qui va vous dire à quel moment du parcours, sur quel type de volumétrie, quels sont les points les plus importants sur lesquels vous allez devoir travailler. Bien évidemment, et on le verra, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on va mettre par rapport à cette cartographie, par rapport à l'ensemble de ces points de contact que vous avez ici au-dessus. Là, on est dans un parcours immobilier parce qu'on a pris cet exemple parce que c'est un parcours long, complexe, avec énormément de points d'interaction avec différents départements chez le promoteur. Et donc, on a, par des écoutes clients, identifié sur l'ensemble des points de contact quelles étaient les attentes du client sur les moments clés. Donc, par exemple, la découverte des options déco de mon appartement, bah, je veux que ce soit un enchantement, je veux que ce soit théâtralisé. C'est pas juste un formulaire avec des choix et des cases à cocher.
il faut vraiment, les clients attendent, en l'occurrence là, dans l'étude que nous avions faite, les clients attendent vraiment que ce soit un moment clé dans leur parcours et que ce soit théâtralisé, que ce soit une super expérience. Voilà. Donc, décrire les attentes des clients tout au long du parcours. Au fil de cette cartographie, on peut aussi, et c'est toujours intéressant, de repérer les bonnes pratiques relevées à la concurrence. Alors, comment on peut récupérer ces bonnes pratiques? Soit en écoutant les clients, parce qu'ils vous disent, ah mais non, mais moi, avec ce promoteur-là, ça s'est pas passé comme ça s'est passé plutôt comme ça, ou avec cette mutuelle, ben, je sais que je reçois, j'ai la possibilité de télécharger mes relevés en ligne, etc. Donc ça permet de repérer les bonnes pratiques de vos concurrents, étape par étape du parcours. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on va travailler la transformation du parcours, ça va nous être très utile. On va en reparler tout à l'heure. Et puis aussi, bah, c'est une veille permanente qui va vous permettre de repérer ces bonnes pratiques. On va synthétiser tout ça dans une expérience map. Donc là, c'est une façon qu'on a de présenter l'ensemble de l'expérience vécue par le client. Pardon. Donc on a en abscisse toujours nos étapes, alors plus ou moins simplifiées en fonction du degré de synthèse que vous voulez. On a nos quantifications, le vécu client, les canaux qui sont activés, les moments de vérité, les enchantements, les irritants. On fait cette courbe d'émotion, ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir comment ça se passe tout au long du parcours client, quels sont les moments où en fait on va monter très haut dans l'émotion du client, dans le vécu du client, et quels sont ceux sur lesquels on va plutôt être en dessous de leurs attentes. Et donc, il va falloir travailler les attentes, les bonnes pratiques. On peut indiquer aussi le vécu collaborateur. Ça peut être assez intéressant de se dire, bah, comment, en fait, est-ce que c'est difficile ou non pour mes collaborateurs de satisfaire les clients? Et si ça ne l'est pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les cailloux dans la chaussure qui les gênent? Et puis de travailler, comme tu le disais tout à l'heure, Frédéric, de travailler la promesse. C'est quoi ce qu'on veut délivrer à nos clients? Quelle est la promesse que veut tenir l'entreprise en matière d'expérience client? Alors, du coup, on peut aller voir Le ce petit sondage. sondage. Alors, d'accord, on a 32% des personnes qui sont avec nous qui utilisent la cartographie du parcours, qui ont déjà cartographié leur parcours client. Donc, n'hésitez pas à partager hein, s'il y a des points de méthodo que vous voulez compléter dans le chat, ça sera avec grand plaisir. 32% pour qui c'est en projet. Bah, écoutez, j'espère que tout ce qu'on va se dire là, ça va vous convaincre de vous mettre en route, et 28% pour lesquels ce n'est pas prévu. Bah, on espère aussi vous convaincre. Alors, comment on fait cette cartographie? Donc là, on vous a donné la méthode, les outils. Maintenant, quelles sont les étapes en fait pour mettre en place cette carto? Comment on organise le travail? Nous, on recommande une première phase en chambre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va commencer par lister toutes les étapes en se mettant dans la peau du client. Alors, si c'est du B2C et que c'est accessible, ben, on peut faire une visite mystère, une ou deux ou trois visites mystères pour écrire les différentes étapes et les points de contact. Et sinon, on va travailler à partir des ressources internes, des process que vous avez déjà écrits, etc. Et ça va nous donner un premier point de départ, hein, c'est notre mapping, qui va permettre ensuite d'être challengé avec les équipes. Alors en fait, cette première partie, ça nous permet de gagner du temps et d'aller directement sur le challenge avec les équipes. Donc avec les équipes internes, soit sous forme d'interview, soit sous forme d'atelier, on va identifier ensemble les irritants, les dysfonctionnements, les moments clés, les enchantements. Voilà, donc on va repérer tout ça dans le parcours, on va compléter ce parcours. On ne se prive pas aussi de rajouter des étapes. Ça nous est arrivé plus d'une fois où, en fait, en discutant avec la relation client, avec des gens de la relation client qui disaient, ah non, non, mais là, sur l'ouverture du compte, vous avez oublié des étapes, etc.
Donc, on les rajoute et vraiment pour aboutir à une cartographie qu'on partage tous ensemble. Et c'est ça aussi la vertu de cet outil, c'est que finalement, les collaborateurs des différents départements vont avoir la même vue du parcours client. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, ils ont leur propre vue et ils savent pas ce qui se passe avant, voire ce qui se passe après. Voilà. Et du coup, comment bien répondre à un client si on ne sait pas ce qu'il a vécu avant et si on ne sait pas ce qu'il va vivre après? Comment avoir un discours coordonné, cohérent, enchantant, si on n'a pas une vue globale de ce parcours? Voilà. Et puis, alors ça, c'est la vision interne et on complète via des écoutes clients. Alors, soit on fait des interviews individuelles, soit on peut faire des focus group. Et nous, on vous propose deux solutions. Soit vous faites ces interviews, vous faites faire ces interviews par un consultant externe. Alors, ça peut être nos qualitativistes, par exemple, on fait beaucoup ça. Mais dans certains cas, quand l'entreprise a une faible culture client, ou en tout cas qu'elle veut la développer, nous, on incite les collaborateurs à écouter eux-mêmes leurs clients. Et donc, on organise, là, vous avez une photo qui avait été faite en atelier où on avait organisé euh, des recrutements, des rendez-vous avec des clients et on organisait des petits binômes. Donc souvent un front office et puis une fonction support pour aller écouter les clients suivant un guide d'entretien qu'on avait co-construit avec les équipes. Et ça, c'est vraiment très important parce que du coup, les collaborateurs vont entendre eux-mêmes la parole du client et comprendre en fait quelles sont leurs attentes, etc. Et même pour des commerciaux, c'est intéressant parce qu'ils vont pas interroger de la même façon. Ils n'ont pas du tout le même angle de vue dans les entretiens qu'ils peuvent faire. Voilà. Alors, ça, c'est la photo du diagnostic du parcours client, de l'expérience client. Donc, on va pouvoir à la fin, après l'ensemble de ces inputs internes et clients, porter un diagnostic. Ça, c'est la photo à l'instant T. Maintenant, vous allez mettre en place des projets de transformation pour résoudre les irritants, pour maintenir et consolider les enchantements, pour résoudre les dysfonctionnements, etc. Et donc, il va falloir mesurer la satisfaction tout au long de ces transformations et piloter la performance de l'expérience client. Donc, pour ça, on vous propose de mettre en place des outils de mesure de la satisfaction et c'est là qu'on va aussi utiliser des outils tels que Eloquent. Ah, Frédéric nous a quittés. Alors, en fait, cette slide, en fait, c'est un petit peu pour vous dire, voilà, nous, quand on travaille sur l'expérience client, nos clients nous disent oui, nous on pilote l'expérience client, on pilote la performance, et pour ça on a le NPS. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire, c'est super hein, que vous ayez un NPS, mais il n'y a pas que le NPS. Voilà, c'est un super outil, mais pas que. C'est un moyen simple et rapide de mesurer la satisfaction. Vous allez mesurer l'expérience dans sa globalité, vous allez pouvoir suivre l'évolution de la satisfaction. Il y a des comparaisons sectorielles qui sont possibles. Voilà, donc ça, c'est très bien. Mais ça ne permet pas de mesurer la satisfaction aux différentes phases de la relation. Et donc, quand on a travaillé sur nos parcours avec les irritants, les enchantements, etc., ça ne permet pas d'identifier sur les moments clés que vous avez repérés quelle est la satisfaction de vos clients. Ça nécessite aussi, le NPS ne permet pas une analyse pour comprendre les raisons du score. Il ne permet pas du coup l'enclenchement d'actions concrètes. Et puis dernier point, c'est pas toujours pertinent en fonction de l'activité. Moi, très certainement, il y a des secteurs pour lesquels je me sens pas du tout engagée ou j'aurais pas forcément envie de recommander parce que tout simplement c'est pas un vrai sujet pour moi, même si je suis satisfaite de l'enseigne en question. Donc voilà un petit peu les limites du NPS qu'on avait envie de vous partager. Et du coup, on va se rattacher à notre cartographie du parcours pour se dire à quelle étape du parcours j'ai envie de mesurer la satisfaction. Je reprends l'exemple du parcours d'un acheteur immobilier en VFA.
vente en état futur d'achèvement, pardon. Donc, en fait, finalement, à quel moment dans mon parcours qui peut durer presque 2 ans puisque l'immeuble, enfin ou l'appartement, enfin le logement est en construction, à quel moment du parcours je vais vouloir mesurer la satisfaction? Donc là, on a repris le moment clé de notre parcours et puis on s'est dit: «Ben, il y a la phase de contractualisation, c'est quand même intéressant d'aller mesurer la satisfaction». Après la signature sur le notaire, c'est toujours un moment super engageant, on a envie aussi de mesurer la satisfaction. Notre, fameux moment, choix option déco et ben, c'est également un moment pour, mesurer la satisfaction et puis, bien évidemment, lors de la livraison. Donc on va, sur ces moments, mettre en place, différentes, techniques pour aller repérer la satisfaction en partant du simple questionnaire, enfin simple, du questionnaire, voire même l'appel de réassurance, au moment de la signature du notaire et au moment de, la livraison. Voilà. Donc on va mixer les canaux, on va mixer la façon d'interroger ses clients et le type de questions qui vont être posées et ça va nous permettre du coup d'avoir une analyse fine de la performance de votre parcours et de pouvoir piloter ça. On peut aussi, mesurer la performance de l'expérience par l'analyse des résultats. Donc, comment je transforme, les étapes d'une étape à une autre, d'un canal à un autre, ça me donne aussi des informations sur la performance de mon parcours et donc, de pouvoir rattacher ces indicateurs à la cartographie sur les moments clés que vous avez définis, sur les moments de vérité, eh bien, ça vous permet également de mesurer la performance cross-canal de vos parcours. Enfin, et là, Frédéric, j'ai bientôt fini, donc ce serait bien que tu nous quittes pas. Non, Heu, petit problème de connexion internet, mais ça va. c'est ce que je vois. Enfin et donc ça, c'est vraiment une façon plus qualitative, plus émotionnelle, plus en profondeur, de recueillir la parole de vos clients, c'est de mettre en place un comité client. Donc, nous, on l'a mené, l'année 2022 là pour une enseigne de centres commerciaux et ça a été vraiment on avait 4 rendez-vous avec, 3 groupes clients et c'est vraiment, très riche d'enseignements. Ça leur a permis, bah, de définir, d'analyser la satisfaction par rapport à des animations ou des changements qu'ils avaient pu faire dans le centre, de recueillir, en fait, la parole de leurs clients par rapport à des nouvelles enseignes qu'ils avaient en projet, d'installer, de recueillir l'avis de leurs clients sur, la mise en décoration du parterre devant le centre commercial, avec au final des retours de ces clientes, alors je dis plutôt clientes parce que c'était plutôt des femmes, qui sont très positives, mise en place d'un petit WhatsApp où chacun entretient la relation. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous le faire partager. On a une personne qui nous dit j'appartiens à un groupe qui se réunit tous les 3-4 mois et qui cherche à augmenter le chiffre d'affaires. C'est assez drôle, hein, augmenter le chiffre d'affaires. Elle se met à la place de l'enseigne et faire venir la clientèle. On se sent écouté en fait, on n'a pas l'impression de parler dans le vent, c'est bien, on en a parlé autour de nous, on est ambassadrice. Voilà, donc c'est pour vous, c'est un formidable laboratoire pour tester des options, des projets, une nouvelle plateforme en ligne, etc. Et c'est aussi une super façon d'engager des clients ambassadeurs. Voilà, donc ne vous privez pas. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place, pas si coûteux. Et bien évidemment, invitez vos collaborateurs à y participer. Alors Donc c'est parfait voilà. parce que ça fait c'est exactement ce qu'on fait chez Eloquent avec notre club utilisateur qui se réunit, de manière très régulière, Ouais. on va dire tous les 3 à 6 mois selon le contexte et justement comme tu le disais, on fait intervenir aussi, des personnes de la R&D qui sont là pour écouter, voir le client et discuter avec eux. Alors, viser l'effet waouh, une fois qu'on a atteint un niveau de satisfaction qui est au niveau de la promesse, comment on fait pour aller plus loin?
Ah bah, merci pour cette prise de parole. Alors, j'ai dû redémarrer mon ordinateur pour, résoudre ces petits problèmes de connexion. Donc je vais pouvoir maintenant vous parler de l'effet waouh et comment on va pouvoir saupoudrer son parcours client de ce fameux effet waouh. Alors, je vous ai donné d'abord un petit exemple que je connais bien, puisqu'en fait, ça, c'est un exemple que vous verrez, que vous pouvez mettre en place, enfin, qui vous montre, en fait, que une optimisation du parcours client et l'intégration des effets waouh peut être utilisée vraiment dans n'importe quelle entreprise, qu'on soit une grande ou une petite entreprise. Puisque là, je vais vous donner simplement mon exemple à moi. J'ai écrit un bouquin, sur le marketing il y a quelque temps de cela, et pour mettre en application cette philosophie d'optimiser le parcours client et de créer un effet waouh, et ben, je me suis mis aussi dans cet esprit-là et j'ai fait, en fait, tout simplement une réflexion entre envoyer un livre, comme vous voyez ici, dans une enveloppe craft un petit peu malhabile, parce que l'enveloppe n'est pas exactement de la taille du livre, etc., à essayer de faire vivre une expérience waouh aux personnes qui ont reçu ce livre. Alors, pour cela, en fait, ben, comme l'a présenté juste avant Laurence, hein, j'ai fait une cartographie du parcours client en identifiant quels sont ces moments clés et quels sont ces moments de vérité où on peut justement se dire: waouh, il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est vrai qu'au début, il y a la partie information, tu en as parlé tout à l'heure, la partie achat, bon, assez classique, mais moi je me suis intéressé à 2 moments particuliers où on pouvait aller créer cet effet waouh. Le premier moment, c'est la partie réception, quand je reçois en fait mon livre. Auparavant, bien sûr, il recevait une enveloppe craft, voilà, un livre comme les autres. Ce que j'ai fait, je me suis dit: «Voilà, comment transformer cela en un moment?» Et donc j'ai commencé à mettre une enveloppe dorée, un petit peu matelassée, où il y a le livre dedans, et c'est vrai que pas mal de gens me disaient: «Ah ouais, quand le facteur m'a livré, qu'est-ce que c'est?» Ou des gens qui disaient: «J'ai reçu le livre et mon conjoint, ma conjointe m'a dit: "Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?» et cetera. Donc cet aspect un petit peu surprise. Pareil, sur l'enveloppe, il y a un timbre, et ce timbre-là, il y a marqué cadeau ou félicitations. Donc on peut l'imprimer sur la poste. Également à l'intérieur, quand on ouvre le livre, bah, bien sûr, j'avais la dédicace un peu partie classique. Et là, cette fois, en fait, je me suis dit: «Mais comment Fred, tu peux faire quelque chose d'un peu original?» Alors je me suis dit: «Je vais essayer de dessiner», mais malheureusement, je suis pas très bon en dessin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à l'époque des gommettes de ma fille et je les ai collées, puisqu'en fait, j'avais un livre sur le thème des pirates du marketing. Et donc, en fait, hop, j'ai collé comme ça des petits gommettes de pirates, de sirènes, etc. La petite dédicace était bien, mais je me dis: «Bah, tiens, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé», et je vous expliquerai pourquoi après. Personnalisé avec un petit conseil, si possible sur l'entreprise, ou alors un conseil générique qui s'applique à tout le monde sur un marque-page personnalisé, et comme ça, qui fait un petit effet un petit peu waouh, et encore une fois, ces petits dessins. Là encore, quelque chose qui est important, quand on veut créer un effet waouh dans son parcours client ou l'optimiser, il faut que ça rentre en fait dans les process de l'entreprise et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Par exemple, au départ, sur ce fameux marque-page, j'avais une taille de marque-page qui était comme ça, très grande. Et c'est vrai que je passais du temps à essayer de trouver quelle pouvait être l'idée. Et finalement, c'était long, c'était un petit peu compliqué, un petit peu pénible. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à réduire la taille du marque-page à un format, entre guillemets, grande carte de visite, qui était beaucoup plus simple et rapide et à faire et à réaliser. Et donc comme ça, c'est pour vous dire qu'un effet waouh, une optimisation du parcours client fonctionne bien quand ça rentre dans les parcours clients d'entreprise, que c'est simple et facile à mettre en place. Voilà. Et bien sûr, après, il y a toute la partie après, onboarding, offboarding, et cetera. Mais ce qui est intéressant, c'est comme le disait Laurence, dans le principe, c'est aussi réunir ses clients, réunir ses utilisateurs et avoir un feedback. Puisqu'on a une expérience à un moment donné, on a parlé de la photo du parcours client, et après, il y a le film où on voit un petit peu les retours. Et c'est vrai que, tout comme Laurence, moi j'ai des personnes qui me disent: «Ah ouais, c'est vrai, c'est bien ton marque-page et cetera, mais j'aurais peut-être aimé un petit effet waouh», et en plus, et ils m'ont dit: «Ah ouais, peut-être que est-ce que tu pourrais pas mettre, par exemple, sur la dernière page, un petit mot avec un bonus?» Je me dis: «Ah ouais, c'est une excellente idée, mettre un petit mot à la dernière page, en disant: "Bravo, avoir tout lu, tout ça, si tu as lu tout ça, tu as droit à un petit bonus en plus, tu vas sur telle page".» Autre point également, d'autres personnes après m'ont dit: «Bah tiens, est-ce que tu pourrais pas ajouter une surprise dans le livre avec un petit code ou un petit mot, et cetera?» Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc c'est pour vous montrer que cet aspect optimisation des parcours clients et effet waouh peut fonctionner. Il faut simplement connaître l'équation de l'expérience client, et l'équation de l'effet waouh, elle est simple, c'est tout simplement les attentes, moins la perception fois l'émotion. C'est-à-dire que si j'ai des attentes vraiment très fortes et que, ben, finalement, ce que je reçois, je le perçois comme pas forcément génial, bah, j'aurai une mauvaise expérience ou quelque chose qui va pas être génial. Et si en plus c'est quelque chose d'important, alors là, ça peut être terrible. Et c'est pour ça que, au contraire, si j'ai des attentes plutôt relativement normales, faibles, et finalement je reçois quelque chose qui est waouh, et je suis surpris, c'est personnalisé, je veux dire: «Ah ouais, c'est génial», et je vais en parler à tout le monde. Donc cet aspect émotion, attente, moins perception est essentiel. Et cet effet waouh, on va pouvoir le mettre en place, soit de manière programmée, soit de manière spontanée.
Alors, je vais vous expliquer justement la différence entre les 2. Mais juste avant, je vous dirais que ces leviers que vous allez de mettre en place à la fois pour l'expérience waouh spontanée ou programmée, bah, vont utiliser quelques piliers essentiels. La première, c'est l'émotion. On en a parlé tout à l'heure. Si j'arrive à faire une surprise, quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, les gens vont se dire: «Waouh, c'est génial». La deuxième chose, c'est la personnalisation. J'en ai parlé tout à l'heure avec mon petit exemple. Si j'arrive à dire: «Ah, c'est pour vous» ou «C'est uniquement pour vous», c'est important. Ensuite, il y a la surprise. On dit: «Ah ouais, tiens, quelque chose qui est fait pour moi». Si je m'y attends, si c'est quelque chose que je trouve comme normal, si je l'ai déjà vécu plusieurs fois, finalement, c'est plus un effet waouh. Puisque la première fois, oui, on se dit: «Ah tiens, il y a le marque-page, ah, il y a le machin», mais si je rachète un autre livre et que j'ai la même chose, bah, c'est plus un effet waouh. La dernière chose, c'est la perception. Il faut véritablement que ce soit perçu comme quelque chose d'exceptionnel. Si le client ne s'en aperçoit pas et qu'il trouve ça normal, eh ben, ça ne fera jamais un effet waouh. Donc, il faut travailler sur ces 4 piliers-là pour aller rentrer l'effet waouh de manière spontanée ou programmée. Et le spontané, en fait, bah, c'est simplement, c'est avant tout l'humain. L'humain, c'est-à-dire qu'on s'attend à quelque chose, enfin, on s'attend pas forcément à quelque chose justement, et c'est là en fait qu'on a quelque chose qui se passe. Et souvent, c'est lié à la formation, formation des collaborateurs sur l'importance de la culture client, sur l'effet waouh. Donc la culture client de l'entreprise, mais également des collaborateurs, donner de l'autonomie, avoir de l'empathie et donner de la confiance aux collaborateurs pour qu'ils aient ce réflexe de donner des gestes. Et je vous donnerai un petit exemple, pas très loin de chez moi en fait, il y a un fleuriste et c'est vrai que moi j'allais jusqu'à présent un peu dans n'importe quel fleuriste dès que j'avais besoin d'acheter des fleurs. Et un jour, je suis allé avec ma petite fille comme ça, chez Monceau Fleurs, pas loin de chez moi. Et c'est vrai qu'on est là-bas, on faisait la queue, puis c'est vrai qu'il y a une ou deux personnes qui étaient devant nous. Et là, il y a une des fleuristes qui préparait des bouquets pour la personne d'avant. Et tout d'un coup, elle prend une des fleurs, celle que vous voyez juste là, elle la découpe et elle la donne à ma petite fille de 4 ans. Elle dit: «Tiens, ma petite fille, je te donne une petite fleur». Et ma petite fille a pris la fleur dans sa main, elle dit: «Waouh, une fleur!» Et donc elle a gardé dans sa main pendant tout le trajet. Elle est rentrée à la maison, elle dit: «Maman, maman, regarde, j'ai une fleur!» Et là, on l'a gardé comme ça dans le verre pendant plusieurs jours. Et c'est vrai que ça crée un moment d'émotion. Et c'est vrai que désormais, maintenant, à chaque fois que je vais chez le fleuriste, ma petite fille me dit: «Hey, est-ce qu'on peut pas aller chez mon fleur? J'aurais peut-être encore une fleur», etc. Et c'est vrai qu'on est devenu client fidèle à ce moment-là. Un autre exemple qui est un peu plus près des entreprises, c'est Geodis, qui a un excellent programme pour changer la culture client. Donc, ils ont fait le plaisir de nous présenter leur programme il y a 3 ans et faire un bilan 3 ans plus tard. Et ils ont vraiment créé un moment avec un moment d'élévation où les gens étaient sortis de leur routine et allaient au siège pour être formés sur la culture client. La fierté d'être reconnus avec un nouveau matériel, un logiciel de centre de contact éloquent, des enquêtes de satisfaction avec éloquent, les explications sur pourquoi, comment on passe du service SAV à un service expérience client. Les KPI, ils ont travaillé aussi avec élu service client de l'année. Ils ont travaillé du relationnel avec aussi un suivi, avec un travail en petits groupes. Ils ont un logiciel pour s'entraîner, etc., etc. Donc voilà, ce programme-là, pour moi, c'est un des programmes à prendre en exemple si vous voulez transformer la culture client et passer d'une culture, entre guillemets, SAV à véritablement une culture client qui sera capable de créer de l'effet waouh. Ça, c'était l'effet waouh spontané où on va laisser en fait aux gens l'autonomie. Maintenant, on va voir l'effet waouh programmé. Alors, l'effet programmé, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est qu'on aura prévu dans son parcours client ou dans ses produits quelque chose qui va créer un effet waouh. Et c'est vrai que là, je vous ai choisi un exemple qui est en fait le Magic Castle Hotel, qui est un hôtel à Los Angeles. Et c'est vrai qu'on préparait le webinaire avec Laurence, elle m'a dit: «Ah, c'est ça ton exemple, mais l'hôtel, il est un peu miteux avec on voit le mur là, le jaune, c'est pas très beau. Bah, comment ça se fait que tu le mets en exemple?» Et je dis: «Mais cet hôtel-là, tu n'en te rends pas compte, mais c'est le 10e hôtel sur plus de 400 hôtels à Los Angeles. Il a 4,5 en note sur près de 3500 avis. Et si vous regardez un petit peu le PowerPoint, il va dire: «Nous avons passé 11 jours magnifiques, etc., etc. La chambre est propre et chaque jour on peut faire nettoyer son linge, etc., etc.» Donc il y a cet aspect, OK, répondre aux besoins essentiels. La chambre est propre. Ils ont rajouté des petits plus, comme par exemple, on met son linge et on reçoit son linge propre le lendemain avec un petit mot, etc. Mais ce qui fait la différence, c'est ces petits plus, comme par exemple la Popsicle Hotline. La Popsicle Hotline, c'est ce petit téléphone que vous voyez derrière la petite fille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les enfants appellent, il y a le standard qui répond: «Popsicle Hotline, bonjour». Et là, à ce moment-là, en fait, l'enfant dit: «Bah, je voudrais avoir une sucette à la fraise, s'il vous plaît». Et là, en fait, il y a la dame que vous voyez, la serveuse, qui arrive avec des grands gants blancs, qui arrive avec son petit plateau et qui dit: «Bonjour, voici, votre glace». Et c'est vrai que les enfants sont enchantés. Ils disent: «Waouh, ma glace», et cetera, et cetera.
au lieu de laisser en fait un simple congélateur ou une vitrine réfrigérée où les gens pouvaient se servir, ils ont créé une expérience différenciante avec ce téléphone où les enfants adorent faire ça. Et c'est ça qui fait, en partie, que le Magic Castle Hotel est l'un des meilleurs hôtels de Los Angeles, alors que si vous regardez les photos, vous verrez que c'est pas le plus bel hôtel de tout Los Angeles. Donc ils ont vraiment intégré dans leur parcours client cet effet waouh dans leurs produits. Mais l'excellence opérationnelle et cet effet waouh, c'est aussi pouvoir proposer quelque chose qui va faire waouh. Et là, par exemple, je vous donne l'exemple de la visio-assistance qui est un véritable moteur ou un générateur à créer des waouh, une machine à faire des waouh. C'est ce que nous disent, par exemple, Kiloutou, ce que nous a dit Atlantic, ce que nous dit également Stellian. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place la visio, on peut mettre en place un effet waouh. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'effet waouh ne fonctionne pas dans tous les cas. C'est-à-dire que quand Stellian ou Groupe Atlantique ou Kiloutou disent ah bah tiens on va préparer une séance de visio assistance ou d'une visio dépannage qui aura lieu la semaine prochaine. Là, les gens, en fait, tout simplement, ils vont dire ok, d'accord, bon, on va faire une visio assistance, comment ça marche, etc. Par contre, si la personne au téléphone dit attendez, vous avez un problème, bah on va régler ensemble par visio assistance, vous allez voir, je vais pouvoir vous dépanner tout de suite. Là, en fait, on est dans un effet waouh, les gens disent ah ouais, comme ça, vous allez pouvoir voir mon truc, mon PC, me dépanner. Oui, 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 vous inquiétez pas, regardez, ça marche comme ça. Et les gens se disent waouh. Et en fait, c'est toute la différence. On parlait tout à l'heure des piliers. Quand on a fait cette espèce surprise, qu'on a quelque chose qui n'est pas prévu, on va créer de l'émotion. Et si on est capable comme ça d'aller créer de l'émotion, de surprendre et d'offrir quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur, les gens disent que c'est un véritable effet waouh. Donc notez bien que cet effet waouh sur la visio fonctionne quand justement on va surprendre le client et on va lui dire ah tiens on va pouvoir régler votre problème tout de suite. Et ça ne marche pas, bien sûr si vous programmez parce que les gens vont juste être satisfaits. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure entre les attentes, la perception. Et ça chez nos clients, cette partie visio est vraiment intéressante. Dès que vous avez un service de dépannage, j'aurais pu mettre également l'exemple de Fnac Darty qui met en place la visio. Et ben en fait eux aussi ils voient bien que cet aspect visio a des économies, permet de faire des économies au lieu d'avoir quelqu'un qui se déplace, mais également la satisfaction et de l'effet waouh lorsqu'on peut résoudre le problème. Les derniers exemples de l'effet waouh programmé, je donnais en fait 2 exemples. Le premier, c'est Bouygues Télécom Entreprise qui en fait a mis en place un système d'enquête de satisfaction avec Eloquent. Et en fait, on a un système d'alerte qui alerte le manager qui dit hey, voilà, on a eu quelqu'un qui a indiqué qu'il y a un problème ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont mis en place un système qui fait qu'ils peuvent être rappelés le plus vite possible. Et leur record, c'est 13 minutes entre le moment où la personne a fait la réponse à l'enquête de satisfaction et elle le rappelée par le manager. Et généralement, les gens disent waouh, ah, vous me rappelez. Et ça prouve au client qu'on compte pour lui. Le dernier point, je vais vous donner un autre exemple, c'est celui de certains de nos clients, comme par exemple la MNT ou un énergéticien très célèbre, qui en fait propose un conseil gratuit à la fin de la conversation pour apporter plus de valeur ajoutée. Par exemple, la MNT, c'est ce qu'on appelle le programme relation client attentionné. C'est-à-dire que bon, vous appelez par exemple parce que vous avez une naissance, vous avez eu des jumeaux, la personne va vous dire bah tiens voilà le process pour ajouter des jumelles, etc., etc. Et puis à la fin il va dire bah, est-ce que vous saviez que comme vous avez des jumelles, en fait vous avez le droit à un accompagnement d'heures de ménage par le conseil général, etc., etc. Il suffit de faire telle déclaration. Pareil dans le domaine de l'énergie, à la fin les collaborateurs sont incités à aider le client à faire des économies d'énergie en disant tiens est-ce que je peux vous prendre 2 minutes pour vous aider à faire des économies d'énergie, ah, est-ce que vous saviez que vous pouvez y mettre tel tarif, jour-nuit, etc., etc. Et ça fait des économies. Et là, on le voit, c'est soit générateur d'effet waouh, soit au minimum une augmentation de la satisfaction client. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça montre en fait que en programmant des choses dans le parcours client, on peut arriver à faire la différence. Voilà. Alors Laurence, je te repasse la parole. Oui, alors très rapidement, en fait, pour pouvoir orchestrer tout ça, on vous donne quelques petits conseils pour, designer vos nouveaux parcours. Donc on part de la cartographie, on part des benchmarks de bonnes pratiques, donc soit ceux que vous avez repérés lors des interviews clients ou même des interviews collaborateurs, ou alors, un travail de benchmark que vous avez mis en place par une veille permanente, par des visites, par, des présences, à des salons, des visites de salons. C'est intéressant de faire ce benchmark à la fois en France et à l'international, dans votre secteur et dans d'autres secteurs, et notamment dans des secteurs où vous avez des enseignes référentes en matière d'expérience client. Là, on vous a mis quelques exemples comme Amazon, Apple, etc. Château Forme, hein, c'est des super exemples également.
Et donc tout ça, ça va alimenter le travail de vos collaborateurs en intelligence collective. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de travailler à partir des cartographies de diagnostic de parcours que vous aurez pu faire en amont, à partir de ces benchmarks, de vous dire, je vais prendre chaque irritant ou chaque dysfonctionnement et je vais proposer des solutions. Tiens, finalement, dans un secteur qui est complètement différent du mien, il y a un tel qui fait ça. Comment on pourrait l'adapter, nous, à notre secteur d'activité? Comment on pourrait le transformer? Et là, c'est vraiment l'intelligence collective qui fonctionne. Alors, on travaille soit en workshop créatif type design thinking, soit si vous êtes plus nombreux, on va avoir des formats comme le World Café ou le forum ouvert. Et vraiment, nous, ce qu'on observe, c'est que au-delà d'une feuille de route pour l'expérience client, à la fin de ces interventions, enfin de ces ateliers d'intelligence collective, on a un renforcement de la culture client et un renforcement, en fait. Enfin, les équipes sont vraiment ravies d'avoir travaillé ensemble à la transformation de l'expérience client. Il y a un vrai engouement parce que d'abord c'est ludique et puis ensuite ils travaillent ensemble, ils donnent leurs idées. C'est vraiment des moments super forts qui vont aider ensuite à la mise en place de ces différents projets, que ce soit des réparations d'irritants ou que ce soit de la mise en place d'effets waouh. Je crois qu'on va arriver à la conclusion de ce Conclusion. webinaire. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison, hein. Pour une expérience client mémorable, travailler vraiment cette courbe émotionnelle, on l'a vu et on l'a indiqué plusieurs fois, donc une photographie de ce parcours client, où on va essayer de combler ces creux, donc les trous en fait, dans le parcours client, où c'est un petit peu chaotique et on va essayer d'avoir quelque chose qui va être un peu plus plat et surtout parfois créer des pics d'émotion et on va se dire: «Bah tiens, il y a des moments qui comptent plus que d'autres» et là, on va essayer de créer cet effet waouh qui va être totalement différenciant et on va se dire: «Ah ouais, si, tu te souviens, je suis passé dans telle boîte, c'était vraiment génial. Ah oui, à tel endroit, c'était vraiment exceptionnel, tu devrais y aller». Et pour rester un peu concret, je vous donnerai l'exemple qui s'est passé, quelques minutes auparavant, puisqu'en fait, quand on était en phase de préparation du webinaire, il y a, Tanguy, qui est l'assistant de Webikeo, qui lui a commencé à discuter avec nous avant et puis comme on sait qu'avant un webinaire, il y a un petit peu de stress parce qu'il faut que ça marche et cetera et cetera. Il a commencé à nous dire: «Tiens, je vais vous raconter une blague ou 2 et c'est vrai que, quelque part, on lui a pas demandé. Je pense que ses chefs l'ont pas dit: Mmh. «Tiens, quand il y a des petits Ouais. problèmes techniques, ou quand on est en phase de test, tu vas raconter des blagues aux gens qui vont faire des webinaires». Mais non, mais ça permet il l'a fait de sa propre initiative et il l'a dit: «Bah, tiens, voilà, ça vous fait rire». C'est vrai que ça détend un peu l'atmosphère et après hop, on se dit: «Ouais, ça y est, c'est parti». Donc on voit bien que cet aspect culture client, là, on est vraiment dans le spontané et pas dans le Mmh. programmé, peut être mis en place partout en laissant de l'autonomie et en donnant de la confiance aux personnes. Donc merci Laurence. Si on veut en savoir plus justement, je crois que sur la dernière slide, tu as indiqué donc les coordonnées. Si on veut savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous nous appelez ou vous nous envoyez un email. Alors évidemment, vous pouvez m'appeler directement, vous avez mon numéro. Vous avez également sur le site stratello.com la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne avec moi, un premier rendez-vous pour jauger un petit peu de votre problématique. N'hésitez pas. Voilà, nous on est toujours contents de parler de ces sujets et de partager. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Ouais, merci. Et si vous souhaitez en fait mettre en place un outil de centre de contact, soit téléphone, chat, mail, en changer, ou mettre en place du chatbot, du callbot, etc. Ou tout simplement mettre en place un outil d'enquête de satisfaction, publication d'avis ou enquête collaborateur, vous allez sur notre site internet eloquent.com ou au 0805 301 100. Merci Laurence pour ce très bel atelier, très riche en informations et en conseils. Merci à toi J'espère également, Frédéric. c'était un plaisir et je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.